Imaginez un instant, la salle des marchés à Tokyo, tôt le matin, quand les premiers chiffres tombent. Des traders qui regardent leurs écrans en silence, parce que ce qu'ils voient ne colle plus avec ce qu'on leur avait promis. Le yen vient de franchir un seuil que personne, il y a encore quelques mois, n'osait évoquer sérieusement. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans le détroit d'Ormuz, des navires changent de cap pour éviter une zone que plus personne ne considère comme sûre. Deux scènes, deux continents, deux crises apparemment sans lien. Sauf qu'elles sont en train de se percuter, et que cette collision pourrait bien redessiner l'équilibre financier mondial dans les mois qui viennent. Voici ce qui semble se produire, discrètement, sans annonce officielle fracassante. Le Japon serait en train de vendre une partie de son immense stock d'obligations du Trésor américain. Pas pour investir ailleurs, pas pour diversifier son portefeuille, mais pour sauver sa propre monnaie, qui s'effondre sous les yeux du monde entier. Le yen est tombé sous les 163 unités pour $1, et cela malgré une intervention massive de Tokyo, plus de 70 milliards de dollars dépensés récemment pour tenter de stabiliser le taux de change. 70 milliards, et le résultat n'a tenu que quelques semaines avant que la pression ne reprenne le dessus. Et voici le détail qui change tout. En l'espace d'un seul mois, le volume d'obligations américaines détenues par le Japon est passé d'environ 1200 milliards de dollars à 1140 milliards, soit une baisse de 66 milliards de dollars en 4 semaines. Officiellement, cette baisse pourrait s'expliquer par la chute de la valeur de marché de ces titres, mais elle pourrait tout aussi bien résulter de ventes directes, décidées froidement par les autorités japonaises pour défendre leurs devises, ou d'une combinaison des deux. Et c'est précisément là que la situation devient inquiétante, parce que personne, à l'extérieur du ministère des Finances japonais, ne sait exactement laquelle de ces deux explications domine. Ce que l'on sait en revanche, c'est que si le yen continue de s'affaiblir, Tokyo n'aura probablement pas d'autre choix que de continuer à puiser dans ses réserves. Et ces réserves sont massivement composées de dettes américaines. Pour comprendre pourquoi cette histoire dépasse largement le cadre d'une simple fluctuation monétaire, il faut regarder ce qui se passe au même moment sur les marchés pétroliers. Le baril de Brent vient de repasser au-dessus de 95 $. Et si les prix continuent de grimper au-delà des 100 $, l'inflation mondiale en ressentira immédiatement les effets. Le Japon, dans cette équation, se trouve dans une position particulièrement fragile, presque intenable. Le pays importe la quasi-totalité de l'énergie nécessaire à son industrie. 35% de sa consommation énergétique totale repose sur le pétrole, et plus de 90% de ce pétrole provient du Moyen-Orient. La même région fournit également plus de 10% des importations japonaises de gaz naturel liquéfié. Autrement dit, tout ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz se répercute presque instantanément sur les usines et les foyers japonais. Et ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz, justement, ne rassure personne. Trump affirme que l'Iran subit une pression tellement forte que Téhéran finira, selon lui, par accepter les conditions de Washington. Mais dans le même temps, les États-Unis continuent de frapper. Trump a même menacé de détruire un pont ou une centrale électrique chaque fois que l'Iran attaquerait un navire dans le détroit. Écoutez ce qu'il déclare lui-même. Les frappes sont si fortes qu'ils veulent conclure un accord, mais ils ne sont pas encore prêts, parce qu'à chaque fois qu'ils acceptent quelque chose, ils veulent ensuite tout changer. Ils ne sont pas prêts, mais ils le seront bientôt, dit-il. Cette phrase, en apparence anodine, dessine en réalité un scénario redoutable, celui d'un conflit qui s'étire, semaine après semaine, sans résolution rapide. Et si Téhéran refuse effectivement de céder aux conditions américaines, chaque semaine supplémentaire de confrontation maintiendra le pétrole à des niveaux élevés, alimentera l'inflation mondiale et poussera vers le haut les rendements des obligations américaines. Or, tous ces facteurs frappent le Japon simultanément, et c'est précisément ce mécanisme qu'il faut comprendre pour saisir l'ampleur réelle de ce qui se joue. Des rendements américains élevés attirent les capitaux vers le dollar. Un pétrole cher augmente les dépenses japonaises à l'importation. Le yen s'affaiblit encore davantage sous cette double pression, et chaque baril coûte alors plus cher en monnaie locale. Le résultat est presque cruel dans sa logique. Le Japon achète une énergie toujours plus chère, avec une monnaie toujours plus faible, et les conséquences de cette spirale ne restent pas cantonnées à la sphère monétaire. Elles se propagent directement vers l'inflation, les finances publiques et le tissu industriel du pays. Même si le pétrole cessait de grimper dès demain, la faiblesse persistante du yen continuerait, à elle seule, d'augmenter le coût des importations. Et si le baril venait à dépasser les 100 $, pendant que le taux de change reste au-dessus de 163 yens pour $1, contenir cette pression deviendrait extrêmement difficile, presque impossible avec les outils actuels. L'inflation des prix de gros au Japon a déjà atteint 6,3% en rythme annuel. Cela signifie que les entreprises paient nettement plus cher leur énergie, leurs matières premières et leurs composants importés, et ce, avant même que ces coûts ne se répercutent sur les consommateurs ordinaires. Le gouvernement utilise des subventions pour limiter les dégâts. Mais soutenir indéfiniment ce système est tout simplement impossible. Supprimer ces aides transmettrait immédiatement la hausse des prix de l'énergie à l'ensemble de l'économie et déclencherait une nouvelle vague d'inflation à la consommation.
Maintenir les subventions, à l'inverse, exigerait davantage de dépenses budgétaires, de nouveaux emprunts et l'émission de dettes publiques supplémentaires. Le Japon se retrouve donc coincé entre deux mauvaises options, sans réelle troisième voie. Les producteurs sont particulièrement exposés. Ils ont besoin de carburant importé pour faire tourner leurs usines et de composants étrangers pour fabriquer leurs produits finis. Or, la demande intérieure, déjà faible, ne leur permet pas de répercuter intégralement la hausse des coûts sur les prix de vente. Et le problème ne se limite d'ailleurs pas au seul pétrole, qui se négocie en dollars. Le yen s'affaiblit également face à d'autres devises commerciales majeures, y compris le yuan chinois. Sa valeur, mesurée face à un large panier de devises, est tombée à un niveau historiquement bas. Cela signifie que le Japon paie plus cher non seulement son pétrole, mais aussi des matières premières industrielles, les composants électroniques et une multitude d'autres biens importés du monde entier. Les coûts des fabricants augmentent, même quand leur vente à l'exportation reste stable. Tokyo doit désormais choisir entre protéger les consommateurs ou tenter de limiter les dégâts sur les finances publiques. Et chacune de ces deux options aggrave la pression sur une économie où de nombreuses entreprises luttent déjà pour survivre. Les conséquences de cette situation sont déjà visibles, très concrètement, à travers le nombre d'entreprises japonaises qui disparaissent purement et simplement du marché. Sur le premier semestre de l'année 2026, plus de 5000 entreprises ont fait faillite au Japon. C'est le chiffre le plus élevé enregistré pour une première moitié d'année depuis 12 ans. Et ce sont les petites entreprises qui souffrent le plus. Elles disposent de bien moins de marge de manœuvre pour absorber la hausse des coûts de l'énergie, des importations, des salaires et du financement. Beaucoup d'entre elles ne peuvent tout simplement pas augmenter suffisamment leurs prix sans perdre leurs clients. Et à mesure que ces fermetures s'accumulent, la confiance envers l'économie japonaise s'érode. Les investisseurs deviennent de plus en plus réticents à conserver des actifs libellés en yens et les capitaux commencent à migrer vers d'autres pays. Le taux de change plonge encore davantage, ce qui rend les importations encore plus chères et alourdit encore la charge pesant sur les entreprises qui tiennent encore debout. Le Japon est littéralement piégé dans un cercle vicieux. Tokyo a déjà démontré que les interventions directes sur le marché des changes ne suffisent pas à briser cette spirale. Elles n'offrent qu'un effet à très court terme. Les traders reprennent rapidement leurs ventes parce que les causes profondes n'ont pas disparu. Des rendements américains élevés, des taux japonais bien plus bas, une énergie importée coûteuse et une confiance en chute libre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres qui semblent techniques mais qui redessinent en réalité l'équilibre financier mondial, abonnez-vous et laissez un like. Ce que nous allons voir maintenant explique pourquoi cette crise japonaise pourrait devenir bien plus qu'une simple affaire régionale. Le ministre des Finances Katayama promet désormais des mesures décisives et audacieuses. Dans les faits, cela signifie probablement une nouvelle vente de dollars, potentiellement encore plus massive que la précédente. Parallèlement, la Banque du Japon envisage des hausses de taux plus rapides et plus agressives. Mais en réalité, le pays va probablement devoir utiliser tous les outils disponibles en même temps. Relever les taux, intervenir sur l'échange, soutenir l'économie par des mesures budgétaires et maintenir les subventions énergétiques. Et chacun de ces instruments a un coût élevé. Une hausse des taux frapperait durement les entreprises déjà fragilisées et augmenterait les charges liées au service d'une dette publique colossale. Les subventions nécessiteraient de nouveaux emprunts, et les interventions continueraient de réduire des réserves que Tokyo avait constituées précisément pour faire face à une situation d'urgence. Or, une part significative de ces réserves est investie en obligations américaines. Ce qui signifie que défendre le yen pourrait obliger Tokyo à vendre encore davantage de treasuries. Et combien de titres le Japon devra finalement céder dépend en partie, désormais, de décisions qui se prennent à Washington, pas à Tokyo. Trump affirme que les Américains, en réalité, ne s'opposent pas à la guerre. Selon lui, ce qui les préoccupe, ce sont les prix élevés à la pompe, tandis qu'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire continue de bénéficier d'un large soutien populaire. Écoutez sa formulation. Les Américains ne veulent pas de prix élevés à la pompe, mais ils ne sont pas contre le conflit lui-même. Un sondage récent, dit-il, le montre clairement. Personne ne veut que l'Iran possède l'arme nucléaire. Et il pose la question directement. Vous, voudriez-vous que l'Iran ait cette arme? Pensez-vous que ce serait une bonne chose? Si cette position venait à s'ancrer durablement à Washington, la volonté de trouver un règlement rapide s'affaiblirait. Le conflit pourrait alors s'étirer sur plusieurs mois, maintenant le pétrole à des niveaux élevés et contraignant le Japon à défendre sa monnaie avec une agressivité croissante. Et cela nous ramène directement à cette baisse des avoirs japonais en dette américaine évoquée au tout début. Une partie de cette baisse pourrait effectivement résulter de la chute de la valeur de marché et non de ventes directes. Mais la question centrale demeure, dans quelle mesure les ventes liées à une intervention monétaire ont-elles contribué à ce recul? Un simple chiffre global ne permet pas de le prouver avec certitude. Mais les réserves de change des banques centrales existent précisément pour ce genre de situation.
Le Japon détient ces actifs pour les mobiliser en cas de crise financière. Or, avec un taux au-dessus de 163 yens pour $1, un pétrole au-dessus de 95 $ et des coûts d'importation en hausse constante, comment appeler autrement ce que traverse actuellement le pays, sinon une crise? Le Japon reste l'un des plus grands détenteurs étrangers de dette publique américaine, ce qui signifie que ces décisions ne concernent pas seulement Tokyo. Washington émet des volumes considérables de nouvelles obligations pour financer ses déficits et ses dépenses croissantes, et les investisseurs exigent déjà des rendements toujours plus élevés pour accepter de prêter sur le long terme. Le Japon n'a même pas besoin de liquider l'intégralité de son portefeuille d'un seul coup pour créer un véritable problème. Même une réduction progressive de quelques dizaines de milliards de dollars retirerait une source de demande essentielle, précisément au pire moment possible. Et une nouvelle intervention massive pourrait exiger des ventes encore plus importantes. Tokyo utiliserait alors sa dette américaine comme bouclier, transférant une partie de sa propre pression directement sur le coût d'emprunt des États-Unis. Et à long terme, le marché des treasuries envoie déjà, de son côté, un signal d'alarme sérieux. Le plus manifeste concerne le rendement des obligations américaines à 30 ans. Il se maintient au-dessus de 5% depuis 27 jours consécutifs. C'est la période continue la plus longue depuis 2007. Le rendement a désormais dépassé 5,13% et se dirige vers 5,2%. Or, quand les rendements montent, les prix des obligations baissent. Cela signifie que les investisseurs exigent une compensation nettement plus élevée avant d'accepter de prêter à Washington sur 30 ans. Et ce n'est pas seulement une affaire de marché obligataire abstrait. Ces rendements à long terme influencent directement les taux hypothécaires, les crédits aux entreprises, la valeur de l'immobilier et les sommes colossales dont les géants technologiques ont besoin pour financer leur expansion dans l'intelligence artificielle. Un autre signal, tout aussi préoccupant, provient des obligations indexées sur l'inflation. Le titre protégé contre l'inflation à long terme intègre désormais environ 3,5% de compensation inflationniste et environ 2,8% de rendement réel. Au total, les investisseurs exigent un rendement supérieur à 6%. Et ce rendement réel se situe actuellement à son plus haut niveau depuis le retour de cette échéance sur le marché en 2010. Cela montre à quel point le marché exige une compensation élevée pour accepter de geler ses capitaux pendant des décennies. Les risques inflationnistes, pendant ce temps, continuent de s'accumuler. Les géants technologiques américains achètent des volumes considérables d'électronique, d'équipements et d'infrastructures énergétiques. Sur les 12 derniers mois, les États-Unis ont importé pour près de 3 000 milliards de dollars de biens industriels. Et un nouveau conflit tarifaire mondial pourrait rendre nombre de ces produits encore plus coûteux. Ajoutez à cela un pétrole cher, et les ménages américains verront leur pouvoir d'achat se réduire mois après mois, puisque le coût de la vie progresse plus vite que les salaires. Les marchés évaluent actuellement à 94% la probabilité d'au moins une nouvelle hausse de taux dans un avenir proche, et à 71% la probabilité de plusieurs hausses dans les mois suivants. Cela pourrait signifier 2, 3, voire 4 hausses successives. Si ces anticipations se confirment, le coût de l'emprunt restera extrêmement élevé dans toute l'économie américaine. Et toute vente supplémentaire de dette américaine par le Japon viendrait alors frapper un marché déjà sous pression, à cause de l'inflation, des taux élevés et d'un volume massif de nouvelles dettes publiques. Et très bientôt, des centaines de milliards de dollars de crédits d'entreprise vont devoir être refinancés dans exactement ces conditions. Rien qu'en 2027 et 2028, les entreprises devront refinancer plus de 240 milliards de dollars de crédits risqués, fortement endettés. D'ici 2031, ce volume atteindra près de 400 milliards de dollars. Beaucoup de ces entreprises avaient emprunté à une époque de crédit exceptionnellement bon marché. Aujourd'hui, elles pourraient devoir remplacer leurs anciens emprunts par de nouveaux, à des taux de 6, voire 10%. Les entreprises les plus solides pourront probablement absorber cette hausse des charges, mais les plus fragiles seront contraintes de restructurer leurs dettes, de réduire leurs investissements ou tout simplement de faire défaut. Et tout cela se produira au moment précis où le Trésor américain a lui aussi besoin d'investisseurs pour financer ses propres emprunts colossaux. Le crédit est nécessaire pour les acheteurs immobiliers, pour les emprunteurs privés, et les gouvernements comme les entreprises du monde entier se retrouvent sur ce même marché mondial de capitaux. L'argent restera disponible, certes, mais les emprunteurs fragiles devront payer beaucoup plus cher pour y accéder. Pour certains, se refinancer deviendra tout simplement dénué de sens économique. Le gouvernement fédéral américain, lui aussi, devra se battre pour obtenir des financements dans des conditions de plus en plus difficiles. La dette publique brute du pays atteint désormais environ 123% du PIB, et des rendements durablement élevés continueront d'alourdir encore davantage le coût de son service. Les dépenses liées au conflit avec l'Iran, qui se poursuivent, augmentent le besoin de nouveaux emprunts, précisément au moment où l'un des plus grands créanciers étrangers de l'Amérique pourrait commencer à réduire ses positions. Les investisseurs, de leur côté, cherchent déjà refuge ailleurs. L'or est repassé au-dessus de 4140, 4150 $ l'once,
et l'argent métal a franchi les 60 $. À mon sens, ces niveaux de prix reflètent précisément une inquiétude grandissante face à l'inflation, aux risques géopolitiques, à l'endettement public et à la valeur à long terme des principales devises mondiales. Le Japon, quant à lui, ne dispose plus vraiment d'options indolores. Et vendre davantage d'actifs américains pourrait, avec le temps, s'avérer être la solution la moins mauvaise pour Tokyo. Mais chaque vente supplémentaire retirera de la demande sur un marché qui doit déjà, simultanément, absorber le refinancement massif de la dette des entreprises et couvrir les déficits colossaux du budget fédéral américain. Reste alors cette question, celle qui devrait tous nous tenir éveillés. Le Japon sera-t-il contraint de vendre une part encore plus importante de sa dette publique américaine? Et combien de temps les rendements aux États-Unis pourront-ils rester au-dessus de 5% avant qu'un maillon, quelque part dans ce système financier mondial, ne finisse par céder? Parce que ce que l'on observe ici n'est pas un simple ajustement technique entre deux banques centrales. C'est la rencontre de trois crises distinctes. Un conflit militaire au Moyen-Orient qui refuse de se résorber, une monnaie asiatique qui s'effondre sous le poids de sa propre dépendance énergétique, et un marché obligataire américain qui commence à montrer des signes de fatigue après des années d'endettement sans limite apparente. Chacune de ces crises, prises isolément, serait déjà préoccupante. Ensemble, elles créent une dynamique où chaque acteur, en tentant de se protéger, aggrave la pression sur les autres. Tokyo vend des treasuries pour sauver le yen, et cette vente affaiblit davantage un marché américain déjà fragilisé par l'inflation et les besoins de financement de la guerre. Washington, de son côté, semble prêt à prolonger le conflit iranien tant que l'opinion publique reste, selon Trump, favorable à la fermeté plutôt qu'inquiète du prix de l'essence. Mais cette lecture pourrait s'avérer dangereusement optimiste si l'inflation américaine venait elle aussi à s'emballer sous l'effet conjugué du pétrole cher et des tarifs douaniers. Et si cette version des événements est exacte, alors ce que nous observons actuellement n'est peut-être que le début visible d'un ajustement bien plus vaste. Un moment où plusieurs décennies de dettes bon marché, de dépendance énergétique et d'équilibre géopolitique fragile commencent, toutes en même temps, à montrer leurs limites. Il n'est pas exclu que d'autres grands détenteurs étrangers de dettes américaines, en observant le Japon, commencent eux aussi à revoir discrètement leur propre position, par prudence ou par nécessité. Et si cela se produisait, la pression sur les rendements américains ne viendrait plus seulement de Tokyo, mais d'un mouvement bien plus large et bien plus difficile à contenir. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous, à partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Parce que la véritable question n'est peut-être pas de savoir si le Japon vendra encore plus de dettes américaines. La véritable question est de savoir ce qui se passera le jour où les marchés cesseront de croire que quelqu'un, quelque part, viendra encore combler le vide laissé par ces ventes.